On va passer donc, la parole à l'orateur suivant, donc Yvan Philippe, pour une question quotidienne, un souci quotidien pour nous, la fibrillation atriale post-opératoire. Merci Jean-Luc. Effectivement, la fibrillation atriale post-opératoire, la FAPO, est le plus fréquent des troubles du rythme en périopératoire et on va revoir très rapidement les éléments principaux de sa prise en charge. Alors un mot d'incidence, on sait que l'incidence de la FAPO dépend essentiellement du type de chirurgie. On a des incidences allant de plus de 20% pour la chirurgie thoracique majeure à plus de 30% pour la chirurgie de revascularisation myocardique et pour la chirurgie valvulaire, c'est encore plus important. Le deuxième élément en termes d'incidence, c'est les éléments du patient avec l'âge, les antécédents déjà de fibrillation atriale en préopératoire. Et ce qu'on sait également en termes de pronostic, c'est qu'on a un retentissement sur le pronostic immédiat post-opératoire avec une association avec des dégradations hémodynamiques qui sont essentiellement dépendantes de la fréquence ventriculaire lors de passage en fibrillation atriale et également une association entre FAPO et survenue d'accident vasculaire cérébral, le tout induisant un surcoût donc pour la prise en charge de ces patients. Et puis à distance, on sait depuis peu qu'il y a une association entre la FAPO en post-opératoire et puis un risque à moyen et à long terme de survenue de récidive de FA chez ces patients, laissant penser que ce sont des malades à risque au niveau atrial. Un risque également accru d'AVC en post-opératoire à distance et un risque également accru de morbimortalité cardiovasculaire. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de la FAPO et en particulier avec la question qui est de savoir si on peut appliquer les recommandations de la fibrillation atriale médicale cardiologique à ce qui se passe en périopératoire. Alors on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs prédisposants à ces voisins entre le risque de survenue de FAPO et la FA médicale. Mais ce qui caractérise la FAPO, c'est les facteurs déclenchants périopératoires qu'on connaît bien et sur lesquels on ne va pas s'étendre faute de temps. Et on sait également que ces épisodes sont très volontiers courts, de quelques heures, la plupart du temps inférieurs à 24 heures, et qui sont souvent spontanément résolutifs et qui sont volontiers répétés. Autant on sait en termes de fibrillation atriale médicale, on a un bénéfice certain quand il y a des facteurs de risque thromboembolique à l'utilisation des anticoagulants, notamment des anticoagulants oraux, autant il reste un certain nombre de questions pour savoir quels sont les malades qui vont bénéficier le plus en termes de réduction, si c'est possible, d'accidents vasculaires cérébraux lors de la FAPO en périopératoire. On va voir quels sont les éléments de décision pour traiter ces patients. Alors il y a deux volants dans la prise en charge, un volant rythmique. La première des choses, c'est de traquer le facteur déclenchant. En effet, tant qu'on n'a pas cherché et corrigé un facteur déclenchant de façon concomitante au traitement de la FA post-opératoire, on ne pourra pas bien la traiter. Le deuxième élément, c'est de prendre en compte la tolérance, qui est exceptionnellement avec une tolérance hémodynamique qui est très dégradée. Et dans ce cas-là, on peut être amené à pratiquer un choc électrique en urgence. Le plus souvent, c'est relativement bien toléré et on va avoir à contrôler la fréquence cardiaque lorsqu'elle est supérieure à 100-110 par minute, en faisant appel la plupart du temps, quand il n'y a pas de contre-indication, soit aux bêta-bloquants, soit aux inhibiteurs calciques non dihydropyridiques. Et puis, le troisième volet, c'est le contrôle du rythme, soit par une cardioversion chimique, soit par une cardioversion électrique. Et enfin, je crois qu'il faut beaucoup insister sur la prévention, notamment en chirurgie cardiaque et en chirurgie thoracique. C'est des situations où il y a une fréquence très importante de cette complication, avec donc des accidents qui sont très mal tolérés. Le problème de l'anticoagulation maintenant, la particularité, on l'a vu, de la situation post-opératoire, c'est qu'il y a un risque hémorragique qui est propre à la chirurgie majeure et qu'on n'a pas dans la fibrillation atriale cardiologique. Et donc on va être amené pour décider de la mise en route d'un traitement anticoagulant qui va être curatif, c'est de prendre en compte des facteurs liés à la fibrillation atriale. D'une part, la durée de la fibrillation atriale, qui n'est pas le seul élément, mais qui est souvent retrouvé dans les recommandations, avec une durée supérieure à 48 heures, son caractère ou pas répété. Et puis des facteurs liés aux patients, essentiellement le score CHA2-VASc,
et également des facteurs échographiques, la taille de l'oreillette gauche, l'existence d'un contraste spontané et d'une dysfonction ventriculaire gauche, qui sont autant de facteurs qui vont inciter à débuter un traitement anticoagulant chez ces patients. Alors en pratique, comment fait-on ? Je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas question de chercher à être curatif dès les premières heures du passage en fibrillation atriale, surtout quand on est à J0, J1 ou J2 d'une chirurgie majeure, on a un risque hémorragique beaucoup trop important. En pratique, on va commencer par une héparine, HBPM ou HNF IVSE selon le contexte, selon la fonction rénale, ça on connaît les habitudes pratiques, avec un relais Péros dès que possible. La durée, dans les recommandations, il est recommandé de faire 4 semaines de traitement, ou plus selon le rythme, c'est-à-dire si le patient est encore en fibrillation atriale, et selon le terrain bien entendu, là encore évalué sur le score Chad-VASc. À terme, il faut reconduire ces patients pour une prise en charge cardiologique, qu'ils aient ou non récupéré un rythme sinusal. Et enfin, il faut garder à l'esprit que avoir une cardioversion dans un contexte où on n'est pas certain de la qualité de l'anticoagulation, eh bien, il faut avoir l'ETO facile dans ce contexte. Et enfin, pour terminer, juste un message, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, il faut surtout ne pas nuire aux patients la plupart du temps, et notamment par une utilisation irraisonnée des anticoagulants en post-opératoire. Merci beaucoup Yvan pour ces messages qui sont tout à fait essentiels. Donc là, on a un certain nombre de questions qui reviennent souvent. La première, donc, on sait aujourd'hui que sur une FA bien tolérée au plan hémodynamique, encore qu'on pourrait discuter sur ce qu'on appelle une FA bien tolérée, la plupart du temps, on va dire sans hypotension artérielle, il est recommandé donc de contrôler la fréquence ventriculaire, essentiellement par des bêta-bloqueurs, plutôt que d'essayer de réduire cette FA, notamment par l'amiodarone, qui est très populaire auprès des anesthésistes réanimateurs français. Qu'est-ce que tu fais avec un objectif de fréquence à peu près 110 ? Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais d'un patient qui passe en FA, mais inférieur à 110 battements par minute ? Je pense que l'objectif de fréquence, que ce soit en cardiologie médicale ou en post-opératoire, là il n'y a pas de raison que ce soit très différent, c'est de se retrouver entre 80 et 100, 110. Si on est dans cet objectif-là et que le patient tolère bien le passage, la perte de la contraction de l'oreillette, ce qui n'est pas forcément évident selon le type de cardiopathie, un VG très hypertrophié ou des choses comme ça, je pense qu'il n'est pas utile d'introduire un médicament, sachant que ce sont des épisodes qui sont souvent très courts. On a souvent des passages en salle de réveil ou en post-op, on nous rappelle le soir même de l'opération, et le lendemain ils sont en rythme sinusal. Donc introduire des antiarythmiques dont tous on connaît, enfin ils ont tous des effets secondaires délétères, je crois qu'il faut garder à l'esprit que c'est très souvent très court, et que si l'objectif de fréquence cardiaque est d'emblée, disons dans les normes entre 80 et 100, 110, c'est pas la peine d'utiliser des bêta-bloquants notamment. D'accord, donc il est acceptable de ne rien faire dans un premier temps. Oui, sur le plan hémodynamique, s'il n'y a pas de mauvaise tolérance et si le patient n'est pas très rapide, je pense qu'il est il est préférable effectivement de ne pas utiliser des bêta-bloquants ou d'autres médicaments dont on sait très bien, les anticalciques non dihydropyridine, ils ont des effets secondaires, notamment chez le sujet âgé. On se retrouve avec des troubles de conduction et des grandes bradycardies. Si la FA est bien tolérée, on va se dire que on a une grosse probabilité pour qu'elle dure que quelques heures et on va se donner le temps. Je crois que c'est un message important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence à sauter sur le malade. Et tu vas te donner combien de temps alors, si elle est effectivement bien tolérée, c'est-à-dire sans instabilité tensionnelle, encore une fois? Alors, il y a deux... Ça ne se réduit pas dans les heures qui suivent. À quel moment tu vas... Alors, il y a deux questions. C'est, est-ce qu'on va, au bout d'un moment, chercher à réduire la fibrillation atriale et donc essayer de récupérer un rythme sinusal? Et deux, si la FA perdure, au-delà de 24, 36 ou 48 heures, il va y avoir probablement, sauf si on est CHADS 0 ou CHAD-VASc 0, une indication à anticoaguler le patient. L'avantage de se donner un petit peu de temps, c'est qu'on se décale par rapport à la situation hémorragique immédiate post-opératoire. Et donc on se retrouve à J2, J3, J4, à avoir finalement à prendre un patient, c'est quasiment une prise en charge cardiologique, c'est-à-dire qu'on va envisager une cardioversion chez un malade qu'on va avoir anticoagulé. Et donc là, la cardioversion, si la tolérance hémodynamique est bonne, ça peut être en général en premier lieu, c'est l'amiodarone, chez un malade qui va avoir été anticoagulé parce que sa FA aura perduré au-delà de 36-48 heures. Encore une fois, le délai
est un argument souvent utilisé. On ne sait pas combien de temps il faut en réanimation, même en cardiologie ou en post-opératoire, pour faire, sur un patient qui vient de passer en FA, pour faire un thrombus dans l'auricule gauche. En général, on se donne 36-48 heures comme délai. Ça permet encore une fois de se décaler, en tout cas dans le contexte post-opératoire, ça permet de se décaler par rapport au risque hémorragique majeur. D'accord. Alors il y a une question que je ne peux pas ne pas te poser parce que tu sais bien qu'il y a actuellement un hiatus énorme entre les recommandations internationales que tu connais, qui positionnent les bêta-bloqueurs en première intention, et cette utilisation massive de l'amiodarone, notamment en France. En une minute, comment tu l'expliques et comment toi tu vois objectivement et raisonnablement la place de l'amiodarone dans ce problème particulier? Ben, je crois que vraiment, alors tu as tout à fait raison. L'amiodarone, globalement, pour schématiser, les arrière-pensées qu'on a quant aux effets délétères, je ne parle pas des effets chroniques, mais sur les effets aigus, pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que les très fortes doses d'amiodarone qui étaient délétères au niveau pulmonaire. On sait maintenant, il y a pas mal de publications qui ont montré qu'on peut avoir des toxicités pulmonaires, même à dose raisonnable d'amiodarone, qui donnent des pneumopathies immunoallergiques, alors qui sont en général régressives à l'arrêt de l'amiodarone et sous corticoïdes, mais néanmoins, ça pose question. Le problème, c'est qu'encore une fois, la plupart du temps, dans un premier temps, on a plus une indication à contrôler la fréquence cardiaque. Donc effectivement, s'il n'y a pas de contre-indication au bêta-bloquant, peut-être à choisir dans un premier temps des bêta-bloquants. Ça suppose quand même malgré tout d'avoir éventuellement fait une échographie avant d'aller faire un bêta-bloquant en aigu chez un patient, parce qu'on sait bien là aussi que les bêta-bloquants ne seront pas toujours bien tolérés. Donc ça reste quand même un problème. Néanmoins, dès qu'on va passer dans la case où on va chercher, parce que la FA a perduré, à faire une cardioversion, ben ça reste, l'amiodarone reste pour l'instant, par défaut, le médicament le moins mal toléré. D'accord, ok. Alors, il y a beaucoup de questions. J'en ai une petite, moi. Oui, vas-y. Alors, très très courte. Hein. On ne pourra pas répondre de toute façon à toutes les questions. Dans cette lignée-là, quelle est la place du sulfate de magnésium? Alors, le sulfate de magnésium est recommandé souvent comme adjuvant dans la prévention, parce que je pense qu'il faut, sur la chirurgie thoracique et la chirurgie cardiaque, avoir des protocoles de prévention, donc c'est recommandé. Maintenant, le sulfate de magnésium seul pour réduire, à moins qu'il y ait vraiment une hypomagnésémie documentée, je ne suis pas sûr que ça a un effet antiarythmique en soi. Parce qu'il y a des travaux qui sont un peu anciens. Hein. J'ai en tête un papier de 1995, Critical Care Medicine, où ils avaient comparé sulfate de magnésium en perfusion continue pendant 24 heures versus de l'amiodarone. Et l'efficacité était toute comparable, si tant est qu'on le fasse comme ça doit être fait, c'est-à-dire pas simplement une dose bolus de 1 ou 2 ampoules, quoi. Alors, le problème de ces papiers-là, c'est que ce soit en réanimation, en cardiologie, on sait à 24 heures que très souvent ces épisodes, si on avait un groupe placebo, seraient également, spontanément résolutifs. Je veux dire, il y a des vieux papiers en cardiologie. Donc c'est très très difficile de comparer. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas les laisser en déficit en magnésium, que de façon systématique en données pour la prévention, c'est certainement correct. Voilà, de là en termes d'efficacité comparative vis-à-vis des antiarythmiques, je ne sais pas, personne n'a la réponse définitive. Ok, bon, ben on va être obligé d'arrêter la discussion là. Merci beaucoup Yvan.